présente, mais au nom de toute l'équipe d'Athémis, tous nos voeux pour cette année, dont j'espère qu'elle nous donnera multiples occasions de nous retrouver, d'échanger, de travailler et puis de trinquer ensemble aussi, puisque tout ça, c'est la même chose. C'est une manière de vivre, et de vivre d'une manière active. Voilà. Alors, nous ouvrons aujourd'hui un cycle qui fait suite à d'autres. Pour ceux qui ont pris l'habitude de se joindre à nous, ils savent donc que nous avons en tête à Thémis d'organiser de manière régulière. La fréquence n'est pas complètement stable, mais enfin on fait en sorte que voilà, ce soit régulier quand même. Des séances, des sessions autour d'un thème qui se modifie donc au cours du temps, mais qui donne l'occasion de travailler la façon dont les questions du travail, justement, sont posées et peuvent servir à trouver des réponses à d'autres affaires. L'idée, c'est de développer ce que nous appelons une communauté d'esprit, une communauté de pensée et d'action, à partir de positions partagées sur les questions du travail, de manière à la fois dans nos activités propres, à en tirer bénéfice pour augmenter la puissance d'agir dans les différents champs où nous sommes, et puis aussi collectivement, que ça développe une capacité d'influer, d'alimenter différents courants de pensée, scientifiques, politiques, sociaux, dans lesquels on peut s'inscrire ou avec lesquels on peut être dans des relations qu'il s'agit justement de développer. Donc il y a une ambition que ça sert un peu de système de repères et de développement de nos activités respectives. Je rappelle que dans cet esprit, à l'issue du cycle de l'année dernière, enfin le dernier cycle qui a conclu l'année dernière autour de travail et politique, s'est mis en place un groupe de travail, un cercle auquel chacun est convié, sur justement cette question de travail et politique qui devrait faire l'objet en cours de route d'initiatives dont on vous rendra compte, mais qui vont se développer un peu en parallèle à ces conférences à Thémis, dont on veut garder par ailleurs l'esprit beaucoup plus, je dirais, large et plus ouvert du point de vue des thèmes sur lesquels on vous appelle. Alors, le thème que nous ouvrons cette année, donc, c'est, on l'a appelé, que je retrouve mon papier pour ne pas dire de bêtises, passer par le travail pour répondre à la crise. On avait déjà évoqué un peu ces affaires il y a 2 ans, en travaillant autour de la question de la crise financière dans son rapport à la crise du travail. Et puis, on avait plus récemment sollicité une réflexion autour du travail comme enjeu de confiance. Ces questions-là, on va les retrouver, évidemment, puisque le sujet de cette année, forcément, y fera écho, mais l'idée, c'est d'être dans une perspective un peu plus systématique, plus fouillée, pas forcément d'isoler la crise commerciale d'une crise plus générale. Et c'est de ça donc que nous allons essayer de travailler, de parler tout au cours de ces différentes séances. Et donc on va commencer aujourd'hui avec la conférence que Christian va faire. L'idée derrière, finalement, si on résume un peu rapidement notre propos, c'est de se demander si la crise en question, la crise économique pour le principal, mais qui n'est pas que, est-ce qu'il faut la percevoir comme un écart à une norme, à un normal dont on se serait écarté, et la crise étant le moment de cet écart, avec la perspective de savoir comment et quand on pourrait revenir vers une situation de référence dont on se serait écarté, donc la crise comme un écart. Ou bien est-ce que la crise dont on parle, elle est l'expression d'un événement, de quelque chose qui fait rupture, et qui oblige à penser autrement. Et donc l'idée ici, c'est pas de raisonner par rapport à un écart qu'on aurait fui, et qu'il s'agirait de rejoindre, mais comme quelque chose qui oblige à penser autrement vers autre chose. Et l'enjeu de cette affaire, c'est de voir comment, de passer par le travail, d'aborder les questions à partir du travail et en tant que question de travail, ça donne des éléments, des billes, des possibilités de répondre inédites, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas sens. Et c'est ce test-là que nous faisons ensemble
à partir de cette réflexion, puisque le fondement de notre propos à Thémis, et je pense entre nous tous ici, c'est que la question du travail, cette question de la centralité du travail, se joue justement par sa capacité à rebattre les cartes, à penser autrement, et donc à avoir des possibilités de perspectives et d'approches différentes. Le thème de Christian aujourd'hui, c'est le thème de la crise industrielle dont il s'agirait de sortir. Et donc l'idée, ça va être notamment de voir comment de sortir de la crise industrielle. Ça passe par sortir d'une approche industrialiste du travail, du point de vue de la façon dont le travail est à la fois créateur de valeur, producteur de société, enjeu de santé. Alors, sur cette base-là, on va reprendre le principe d'organisation classique. On va faire en sorte que Christian ne déborde pas les 3/4 d'heure. Je suis là pour... je représente la face policière de notre relation. J'exerce parfois avec un certain plaisir, ça me permet de manger quelques frustrations qui s'accumulent. Et donc, je n'hésiterai pas à sévir comme il faut pour qu'on tienne autant que possible ce temps. Moyennant quoi, il me restera à peu près la valeur d'une demi-heure, d'une heure, pardon, pour discuter. Et puis ensuite, je rappelle à ceux qui ne savent pas, mais c'est une tradition, et peut-être même est-il imaginable que certains viennent pour ça. Il y aura donc un cocktail buffet qui vous sera proposé tout à l'heure, juste à côté, j'ai déjà repéré, au fond du couloir, un autre couloir, juste à côté. J'en profite, puisqu'il est en face de moi, pour remercier encore Fabien de Gueser, qui est notre hôte ici, qui est professeur à l'ESCP, grâce à qui on arrive à organiser ces séances depuis plusieurs mois maintenant, et dans des conditions de confort, même s'il fait toujours un peu chaud, mais quand même de confort, et c'est très très pratique. Et Fabien, encore une fois, je crois pouvoir t'en remercier au nom de nous tous. Voilà. Eh bien, Christian, c'est à toi. Merci bien, François. Donc, j'ai une voix encore un peu cassée, parce que ça fait plus d'un mois que j'ai une extinction de voix, et du coup, je prends le micro pour pouvoir vous parler, parce que je ne suis pas complètement sûr de cette voix. Vous veuillez m'en excuser. Donc le thème sur lequel j'aimerais intervenir pour lancer la discussion entre nous, c'est de revenir sur cette crise ou cette impasse industrielle. On va plutôt parler d'une impasse qu'une crise, parce que si une crise est une rupture à un moment donné, dans un temps relativement court, en réalité, nous sommes confrontés à quelque chose de beaucoup plus prolongé, dans la mesure où les difficultés que nous rencontrons au niveau de la dynamique économique relèvent, je vais en parler juste après, relèvent du milieu des années 70. Or, depuis le milieu des années 70, on pense, on agit encore dans une logique qui relève d'une logique industrielle. Et c'est cette logique industrielle qui nous conduit à toute une série d'impasses, dont l'impasse de l'emploi, dont l'impasse écologique, dont l'instabilité des difficultés actuelles, sur le plan à la fois monétaire et institutionnel. Et j'aimerais comme ça vous donner quelques éléments de réflexion qui me tiennent à cœur autour finalement de trois hypothèses et d'une proposition. La première hypothèse, c'est celle de dire que la crise de l'emploi, c'est-à-dire derrière du travail, précède la crise financière. Difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne prennent pas leur origine dans la crise financière. La crise financière accroît les difficultés, mais historiquement, la crise de l'emploi, c'est-à-dire cette période où on passe au sous-emploi de manière structurelle et chronique, relève d'une impasse industrielle qui précède. C'est la première hypothèse. C'est très important parce qu'on ne trouvera pas de réponse aux formes que prend la crise actuellement si on réduit la réflexion à une réflexion qui relèverait de l'espace financier et donc des formes de régulation institutionnelle de la finance de marché. La deuxième hypothèse, c'est que la question de l'innovation, en fait, doit se présenter de manière divisée. L'innovation de type industriel, au lieu de nous sortir de la crise, nous enfonce dans la crise.
fait maintenant plus de 30 ans que l'on parle d'un lien qui serait favorable entre l'innovation, la croissance et l'emploi. Or, l'innovation ne nous permet pas de sortir de cette crise structurelle, ou si vous voulez, de cette impasse industrielle, ce qui nous oblige à revenir sur les relations qui existent entre l'innovation, la croissance et l'emploi, et d'établir une distinction entre l'innovation industrielle et l'innovation servicielle. Tant qu'on ne passera pas à une nouvelle logique d'innovation que je dénomme innovation servicielle, il ne peut pas y avoir de sortie de cette crise. Or, l'innovation servicielle, j'y reviendrai, établit un rapport extrêmement lié à la transformation du travail. Pas l'innovation servicielle sans un regard renouvelé sur la question du travail. Du travail comme activité de création de richesse, en distinguant bien ici la question du travail de l'emploi. Puis la troisième hypothèse, celle de dire qu'il y a un avenir à l'industrie, il y a un avenir à l'industrie, mais cet avenir ne peut que se pérenniser, densifier, que si l'industrie se met au service des services. En d'autres termes, si la place de l'industrie change dans la délimite macroéconomique, et si au lieu d'avoir une économie tirée par l'industrie, on admet que l'économie est tirée par l'industrie, par les services, et à ce moment-là, on réfléchit aux conditions qui permettent, notamment sur le plan institutionnel, d'autoriser cette dynamique, et on en tire les conséquences sur la question du travail, parce que si les services tirent l'économie, alors toute une série de mutations du travail doit être envisagée. Voilà les trois hypothèses, les trois propositions. Et en conclusion, je dirais que si j'avais un slogan, je dirais la chose suivante: il faut changer le travail pour faire face au chômage. Pas de réponse au chômage sans transformation du travail. Comme vous le voyez, j'essaye ici, à travers l'exposé que je vais vous présenter, j'essaye de tisser des liens que je pense nouveaux, bon, pas forcément nouveaux, en tout cas nouveaux pour moi, de la façon dont je réfléchis les choses, entre travail et emploi. Comment on peut repenser le rapport entre travail et emploi. Voilà. Trois parties. Une première partie sur, qui va être plutôt historique, qui va essayer de replacer la question de l'emploi en établissant quelques comparaisons, quelques parallèles avec la question de la crise financière. Sur ce dernier point, comme je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, je me suis appuyé sur les travaux de mon frère, qui est à la fois un ami, un collègue, et avec qui je partage beaucoup de connivence intellectuelle, qui a la gentillesse d'être venu, et qui donc, ces travaux s'appellent « Les grands groupes cotés en France à travers la crise Internet et la crise des subprimes ». Dans une première partie, je vais vous redonner des éléments de lecture que j'ai eus de ces travaux de mon frère, en établissant un lien avec ce qui se joue du point de vue de la crise de l'emploi. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur la question du rapport innovation-croissance-emploi, en établissant un lien entre le travail et la question de l'innovation. Et puis dans une troisième partie, je tisserai, mais peut-être que ça donnera lieu à future conférence, compte tenu de ce que dit François, généralement, me rappelant l'ordre du temps, qui essaiera de préciser dans quelles conditions l'industrie peut se mettre au service des services. Ce que j'appelle l'économie de la fonctionnalité. Vous savez qu'à Thémis a créé un club qui s'appelle Économie de la fonctionnalité et développement durable, dont l'objet est de réfléchir à quelles conditions l'industrie peut se mettre au service des services dans une perspective de développement durable. Voilà les trois parties sur lesquelles j'aimerais intervenir. Alors, sur le premier point, qui concerne donc cette impasse industrielle, en la regardant du point de vue de sa profondeur historique, je voudrais d'abord vous rappeler, vous redonner en lecture comme ça, quelques éléments statistiques. Alors je ne vais pas être trop long parce que je ne vais pas vous relever de statistiques, mais malgré tout, qui sont quand même marquants. Voilà. Je vais vous donner ces évolutions-là.
Alors c'est surtout l'évolution de la structure des emplois. J'aimerais vous donner en retour des éléments qui me paraissent extrêmement importants donc de ce travail qui a été fait par Renaud Dutertre sur la question de l'évolution de la financiarisation. En particulier, c'est une étude qui repose sur l'analyse de très grands groupes cotés en France, qui représentent à peu près 25% de la valeur ajoutée en France, et un quart du PIB, qui est extrêmement significatif, compte tenu surtout du rôle d'entraînement de ces grands groupes. Il donnerait des éléments de réflexion qui, de mon point de vue, ont une force heuristique qui sont tout à fait intéressants. Et puis, je terminerai sur cette partie en expliquant en quoi les transformations, à la fois des formes de concurrence et l'évolution du travail que nous avons connue dans cette période entre 1974 et aujourd'hui, conduit à cette impasse. Voilà. Donc, une impasse des relations entre l'innovation et la croissance. Alors, reprenons cette première partie. Alors, sur les questions de l'emploi, je voudrais quand même vous donner ces chiffres parce qu'ils sont quand même particulièrement marquants. Donc c'est sur très longue période, puisque en France, basculement, si vous voulez, l'effet de la structure d'emploi change selon les pays développés, la date exacte, et en fait on connaît ce phénomène dans tous les pays développés, aux États-Unis et même en Allemagne. Basculement en France, c'est 1974. Jusqu'en 1974, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, jusqu'en 1974, les emplois industriels ne cessent de croître en termes de part relative, la part des emplois, dans la structure des emplois totale, ne cesse de croître. Et par contre, à partir de 1974, pour la première fois, il y a un revirement. C'est-à-dire que les emplois industriels en structure, donc la part des emplois industriels dans l'emploi total, commence à diminuer. Et cette diminution est incessante. C'est-à-dire, depuis 1974, elle ne cesse de se déployer avec des processus d'accélération, de ralentissement. Dans la phase actuelle, on est plutôt dans un tassement de cette diminution, mais malgré tout, ça ne cesse de décroître. Et c'est 74, le virement. Le deuxième aspect de 74, c'est que, bien entendu, les emplois de service connaissent une accélération. Il faut savoir que les emplois de service augmentaient plus vite que les emplois industriels dès 1936. Mais à partir de 1974, on connaît une accélération. Dans ces emplois de service, ce sont surtout les services immatériels et relationnels, c'est-à-dire des services qui établissent une relation directe avec les bénéficiaires, dans laquelle la question de la production est absolument centrale, qui vont tirer, l'emploi. Pour vous donner comme ça un aperçu des choses, l'agriculture comptait à peu près 2 millions encore d'emplois en 1974, en 2011, encore à peu près 675 000. Donc vous voyez la chute, 1 300 000 emplois. Ouais. Si on prend les emplois industriels, j'enlève la construction. Je suis très heureux parce que j'ai deux amis là, qui sont des chercheurs que je salue avec amitié et grand plaisir. Gerd Sieben, qui est un sociologue allemand spécialiste du bâtiment en Allemagne, et Jacques Dobroff, qui est une sociologue française spécialiste du bâtiment, qui on a beaucoup travaillé ensemble. Ils ont beaucoup fait de travaux ensemble sur l'économie du bâtiment. Donc j'enlève la construction. Je prends, parce que la construction finalement a une évolution qui n'est pas sensible. Alors, la construction en 1974, nous avons 2 millions d'emplois, et aujourd'hui, en 2011, 1 500 000. Et encore, il y a des périodes où, par exemple, en 2008, ça avait remonté jusqu'à 1 800 000. Donc, c'est des fluctuations, ce n'est pas des effets structurels forts. Donc, si j'enlève la construction à l'industrie, donc si j'isole l'industrie manufacturière, on comptait 6 millions d'emplois, chiffre en gros, 6 millions d'emplois en 1974, et compte en 2011 3 200 000. C'est-à-dire, en gros, 2 500 000 emplois qui ont été détruits. 2 500 000 emplois qui ont été détruits. Non, et alors, bon, je ne vais pas vous donner ça, mais quand vous regardez, c'est régulier. Chute sur le. Et les services, dans la même période,
progresse de 12 millions, c'est-à-dire le double de l'industrie en 1974, à 20 millions. 20 millions d'emplois. C'est-à-dire plus 8 millions d'emplois. En d'autres termes, les services ont non seulement compensé la destruction des emplois dans l'agriculture et dans l'industrie, mais a augmenté le volume des emplois total, puisqu'on a un emploi total qui a cru entre 1974 et aujourd'hui de 4 millions. Et bien entendu, la croissance de cet emploi total n'a pas réussi à faire face à la croissance de la population active. Et donc, il y a en structure un chômage structurel qui s'est aggravé. Mais vous voyez, 8 millions d'emplois dans le monde des services. Voilà. Alors, ces variations, si vous voulez, elles ne peuvent absolument pas être expliquées par simplement une externalisation d'activités qui étaient de services dans l'industrie qui ont été externalisées. Les explications d'un certain nombre d'économistes qui tiennent absolument à l'industrie, en disant c'est à cause des services qui étaient d'abord dans l'entreprise industrielle, donc c'est un effet d'optique, si vous voulez. Absolument pas, on ne peut absolument pas expliquer ça comme ça. On ne peut absolument pas expliquer les choses uniquement en termes de, comment dirais-je, en termes d'effets uniquement d'entraînement, c'est-à-dire qu'on aurait une logique de service qui se déploie parce que les services sont de plus en plus utiles pour l'industrie. C'est une grande thèse. On ne peut pas développer comme ça. On est obligé d'admettre qu'il y a un phénomène absolument nouveau qui se présente. Alors, on peut le voir aussi par d'autres biais, que les statistiques ont du mal à rendre compte de positions comme le changement de l'industrie des services dans la dynamique économique, parce que ce sont des statistiques qui sont difficiles à agréger. Les services, aujourd'hui, occupent une place majeure dans les investissements. C'est un point très important, puisque les investissements, c'est une des raisons fondamentales de la croissance économique, l'un des soutiens essentiels de la croissance économique, les deux. Et ce que l'on voit, c'est que les investissements réalisés par les entreprises en matière de services ont dépassé les investissements en équipement, c'est-à-dire en biens industriels. Donc il y a une mutation, si vous voulez, qui s'est opérée, qu'il va falloir clarifier, mais qui est absolument majeure. Alors mon objet n'est pas de revenir ici sur quelque chose qui releverait comment dirais-je, du rôle moteur des services, parce que ce n'est pas exactement là-dessus que je voudrais intervenir, c'est surtout sur les impasses industrielles, c'est l'impasse de la logique industrielle. Mais il y a malgré tout là des facteurs qu'il va falloir prendre en compte de manière tout à fait sérieuse. Autre élément comme ça que l'on peut, comment dirais-je, considérer, c'est que là, ce basculement, donc cette réduction de l'emploi industriel, vous voyez, démarre en 1974, bien avant finalement de la dérégulation financière ou de l'aboutissement de la dérégulation financière, et bien avant des phénomènes de globalisation. C'est quand même important, parce que, dire en gros, ça précède de près de 20 ans. Alors, le processus de dérégulation financière va s'enclencher dans les années 80, enfin au milieu à peu près des années 80, mais si vous voulez quand même, près de 20 ans avant la fin de la dérégulation. Si je reprends les travaux dont je vous parlais tout à l'heure, en particulier de l'évolution financière, en eau du terme, donc situe la fin de la libéralisation financière en 92-95. 92-95, c'est l'aboutissement de la libéralisation, et donc c'est le plein effet de la libéralisation financière. Et c'est bien entendu aussi les effets, on va y revenir, de la question de la globalisation. C'est bien la crise industrielle est bien antérieure. Donc il va bien trouver quelque chose qui a une racine plus complexe que la question financière. Le deuxième point, parce que dans ce travail qui a été fait sur les grands groupes cotés en bourse, je ne vais pas tout reprendre, parce que c'est à la fois complexe et extrêmement riche, mais je vais en dégager certains éléments qui me paraissent comme ça très marquants. La première chose, c'est que dans la période globale, il y a des sous-périodes, une sous-période qu'il appelle la crise des valeurs Internet qui est de 1996 à 2003, puis ensuite il y a un cycle des valeurs Internet, pardon, 1996-2003 avec une crise de ce cycle qui est autour de 2002, après vous avez un cycle nouveau financier des subprimes,
avec une crise de ce cycle en 2008-2009. Si je ne rentre pas dans le détail, si je regarde les choses dans leur ensemble, donc entre 92 et 2010, le premier point très important du constat de ces travaux, c'est de mettre en évidence la réduction de la part des salaires dans la valeur ajoutée d'ensemble. Réduction de la part des salaires de 9 points, de 9,2%, considérable, et donc derrière aussi une augmentation du taux de marge. Alors, pas uniquement du taux de marge, parce que ce qui est assez intéressant, je ne savais pas du tout avant, je ne m'en ai pas du tout rendu compte, c'est que parallèlement, nous avons une part des impôts qui augmente de 4%, et une part marge du profit de 4,9%. C'est assez considérable, cette affaire-là. C'est considérable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les résultats bruts, dans les effets, la redistribution de cette marge, dans le partage des résultats bruts, vous avez 4,6% qui sont distribués sous forme de dividendes et 3,1% qui sont renvoyés à l'autofinancement des capacités de production. Là, c'est intéressant également parce qu'on voit que la question quand on rentre dans les résultats bruts, que le poids des actionnaires dans la logique industrielle va croître et que les capacités d'autofinancement sont quand même encore extrêmement importantes. Alors, le troisième point qui me paraît très important dans cette affaire, c'est lorsque l'on regarde la façon dont sont utilisées ces finances privées, on constate que finalement, il y a une séparation entre les investissements productifs, c'est-à-dire ce qui est renvoyé dans la question des capacités de production, de l'amortissement, donc le remplacement des équipements, puis il y a part des investissements financiers. Par l'investissement financier, c'est généralement une croissance externe, tout ça, puis la croissance interne. Ce que l'on constate, c'est que les investissements productifs ont baissé dans le même temps de 23,7%. Et les investissements financiers, eux, ont cru de 15,8%. Donc, c'est très intéressant de remarquer qu'il y a une véritable difficulté des entreprises à investir dans leur propre activité, dans l'espoir de développer ces activités, notamment de les développer en interne. Par contre, il y a une volonté de se développer par la croissance externe, et cette croissance externe, c'est le moyen, à travers cette croissance externe, bien entendu, c'est le moyen à la fois de se restructurer, mais c'est aussi le moyen de développer des logiques, hors territoire français et hors territoire européen, en d'autres termes, de rentrer dans la logique de globalisation. Et parallèlement à tout ce processus, ce que l'on constate, c'est qu'en termes de globalisation, même si on regarde le chiffre d'affaires de ces entreprises, à travers le phénomène de globalisation, on voit que le chiffre d'affaires de ces entreprises s'est déplacé de la France vers ailleurs, pour une part significative, puisque la part du chiffre d'affaires a diminué de 14,4% en France, qu'elle a augmenté de 3,8% en Europe, qu'elle a augmenté de 6,5% en Amérique du Nord, et de 3% dans d'autres pays. En fait, on comprend, c'est principalement ici les pays émergents. En d'autres termes, si vous voulez, cette logique de financiarisation, moi je constate, pour moi, ce que j'en tire du point de vue des logiques qui concernent le travail et le chômage, l'analyse du travail et du chômage, la première chose, c'est que la part des salaires a baissé, premier point. Un point très important. Le coût du capital a augmenté. La question dans les investissements productifs diminuent, les investissements financiers augmentent. Ces investissements financiers, ils alimentent une globalisation. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement ces investissements productifs sont si faibles? Quelles sont les raisons de la faiblesse de ces investissements productifs? Une hypothèse, en tout cas je soumets à la discussion, c'est qu'en réalité, les investissements productifs, c'est-à-dire les activités internes, n'offrent pas des promesses de rentabilité suffisantes. En d'autres termes, les capacités de développement en France
des activités telles qu'elles se développent aujourd'hui, c'est-à-dire telles qu'elles sont aujourd'hui, eh bien, ces capacités en France, mais même en Europe, ne sont pas suffisantes pour attirer le financement. Parce que ce n'est pas un problème de faiblesse du financement, d'absence de financement. Ce n'est pas un problème de savoir si le taux de marge est là ou n'est pas, il est là, d'un côté. D'un autre côté, les possibilités de financement sont là. Les possibilités d'autofinancement sont considérables. L'appel à la finance liée aux banques est de plus en plus faible. Les capacités d'autofinancement sont fortes. Et ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Mais donc, quelque part, quelque chose qui relève des conditions dans lesquelles le développement de ces activités est bloqué dans un pays comme la France, voire dans un pays comme l'Europe. Il y a quelque chose qui présente là des éléments irréductibles, pas seulement en termes financiers, parce que les conditions financières finalement sont, de mon point de vue en tout cas, ne sont pas absentes pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces investissements. C'est la promesse de cette rentabilité qui n'est pas là, c'est-à-dire les capacités de développement de ces activités qui n'est pas au rendez-vous. Alors ça c'est très important, c'est pour moi absolument fondamental. Si ces promesses ne sont pas au rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui, comment dirais-je, qui en structure, qui empêche, qui freine, qui bloque le développement économique de manière endogène dans nos pays développés comme les nôtres. Alors, troisième élément de cette première partie, c'était d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se joue là. Le premier point, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin des années 70, lorsque il y a en gros, on repère ce basculement en termes d'emploi, eh bien, on constate aussi progressivement, mais même assez rapidement, une transformation des formes de concurrence. C'est-à-dire que la plupart des secteurs industriels se trouvent confrontés à des capacités de croissance faibles et incertaines. Pourquoi ? Les secteurs industriels, l'automobile, les équipements des ménages grand public, l'électronique, etc. Pourquoi ces secteurs, qui étaient qui étaient le fer de lance de la croissance des 30 Glorieuses, pourquoi ces secteurs n'arrivent pas à embrayer dans des logiques de croissance qui auraient à ce moment-là soutenu une capacité de justifier des investissements? Qu'est-ce qui se joue? Alors, la première chose, c'est que c'est des secteurs qui deviennent saturés. Saturés ou matures. Saturés ou matures, ça signifie que, en gros, la plupart des ménages sont équipés, ont une voiture, voire deux voitures, ils ont une télévision, ils sont équipés. Et les taux d'équipement sont très importants. Dès la fin des années 70, on atteint des 78, 80, 90% de ménages qui sont équipés dans les biens manufacturés. Comme les ménages sont équipés, ce qui se joue, c'est finalement, du point de vue de la demande, le multi-équipement, avoir plusieurs équipements, plusieurs télévisions, ou des logiques de remplacement. Bon, on passe de la télévision noir et blanc à la télévision couleur avec les télécommandes, la télécommande avec plusieurs chaînes, capacité d'ouverture avec plusieurs chaînes, etc., etc. En d'autres termes, c'est à travers des objets plus diversifiés que l'on pense qu'on va soutenir le renouvellement des équipements ou le multi-équipement des ménages. Donc la question d'innovation devient centrale. Pour favoriser, pour arriver à ressoutenir cette demande, il faut faire en sorte que l'innovation, notamment technologique, soit présente, afin que les biens d'équipement soient renouvelés, pour inciter les ménages à continuer à demander. Et d'autre part, on va essayer de réaliser une variété de produits pour affiner, ça va être là aussi le bon développement du marketing, pour affiner les réponses industrielles à des segments particuliers de demande. C'est la voie qui s'ouvre fin des années 70, qui se développe avec les années 80, qui va surtout en France être marquée par exemple, cette déclaration de Fabius 85, les innovations, les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain, qui portaient sur cet espoir, parce que vous dire les choses positivement, on ne va pas dire cette croyance, c'est négatif, on va dire cet espoir, qu'à travers des investissements qui portent sur des innovations de produits et d'innovations technologiques qui les accompagnent, on va être capable de rembrayer et permettre la croissance de ces emplois. Et c'est autour des années 80
que ce processus, début des années 80, 84, exactement, que ce processus se met en place. Et qu'est-ce que l'on voit, avec le décalage temporel, c'est toujours plus facile d'en parler quand on est avec le recul historique, on voit qu'en réalité, cette innovation d'ordre industriel, fondée principalement par l'introduction des nouvelles technologies de l'information dans les années 80, c'est-à-dire la robotique, etc., eh bien, ces emplois, l'introduction de cette innovation va permettre peut-être de créer certains emplois, mais va freiner simplement la chute des emplois. Elle est absolument incapable de recréer des logiques de plein emploi. Et là, comment dirais-je, les gains de productivité qui sont introduits ne s'accompagnent pas d'une création d'emplois qui permettent de combler les emplois qui sont détruits par les effets de substitution capital-travail. En d'autres termes, les emplois induits par la croissance n'arrivent pas à combler les emplois détruits par l'innovation technologique liée aux robots, et généralement au NTIC. Et l'emploi se développe de manière structurelle. En plus, comme la demande de multi-équipements ou de biens de renouvellement est une demande instable, c'est-à-dire que les ménages changent de décision, eh bien, on voit en plus une espèce de flexibilité se mettre en place. Flexibilité qui est tout à fait compréhensible quand on voit que la demande des ménages elle-même est flexible. Il faut adapter l'appareil productif à cette flexibilité de la demande, à ce caractère un peu instable de la demande. Et à ce moment-là, non seulement on va être confronté à la baisse de l'emploi, mais on va être confronté à l'instabilité de l'emploi, et vont se cumuler deux phénomènes, emploi structurel, sous-emploi structurel, et création de la précarité, émergence de la précarité. Voilà. En d'autres termes, si vous voulez, alors que, d'une certaine manière, le taux de marge va être rétabli à travers les années 83, la décision de Delors de désindexer les salaires sur l'inflation et les processus qui encourent ensuite dans la dérégulation financière, alors que ce taux de marge va être rétabli, les investissements productifs ne se mettent pas, ne sont pas aux rendez-vous. Deuxième partie, pourquoi? Ça nous oblige à revenir sur la relation innovation, croissance, emploi, et d'essayer de comprendre la place du travail dans ce processus d'innovation. Alors, si vous voulez, je vais faire deux remarques, deux séries de remarques. Une remarque qui va être liée à la question du cycle d'innovation dans l'industrie, et après je vous montrerai en quoi le cycle d'innovation dans les services n'est pas le même. Puis, je vais essayer de vous montrer en quoi, très rapidement, pourquoi ce cycle de l'innovation dans l'industrie conduit au du chômage dans la situation dont on vient de parler au regard de la demande. Dans l'industrie, l'innovation de produit précède l'innovation de produit. L'innovation de produit précède l'innovation de process. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans l'innovation, on conçoit d'abord un nouveau produit. Généralement, et ça relève du marketing et des services de R&D. Donc ce sont des services très particuliers de l'entreprise qui conçoivent le produit. L'expérience des opérateurs est absolument hors champ. La question du travail salarié, l'expérience de travail hors champ. Ce sont des spécialistes du marketing, des spécialistes de la R&D qui travaillent ensemble pour concevoir de nouveaux produits. Cette conception de nouveaux produits conduit à une production en prototype, ça on dégage des prototypes, des petites séries, et puis ensuite on va innover en termes de process, au sens qu'on va innover dans les technologies et dans l'organisation pour réaliser ces produits. Vous voyez, l'innovation de produit précède. L'activité de prototype et des petites séries permet de stabiliser la qualité du produit. Et une fois que la qualité du produit est stabilisée, elle est confrontée à la demande et elle correspond à la demande, à ce moment-là se met en place un nouveau processus, une nouvelle phase, qui est l'innovation de process, qui va réintroduire des nouvelles technologies de processus de production, liées à la production, des formes d'organisation aussi, qui ont pour finalité d'obtenir des gains de productivité. Et effectivement, les gains de productivité vont permettre
réduire les coûts unitaires des produits, en réduisant les heures de travail, en réduisant la quantité de béton qu'on va introduire, en réduisant donc les consommations intermédiaires, en utilisant de manière plus efficiente les équipements, les machines. Et donc on va obtenir des gains de productivité du travail, des gains de productivité des consommations intermédiaires, des gains de productivité en matière d'équipement qui conduisent à des réductions de coûts unitaires et qui va se traduire sur le plan marchand par une réduction des prix relatifs des produits, c'est-à-dire les prix des produits par rapport au pouvoir d'achat des ménages. Cette réduction des prix relatifs des produits provoque une croissance considérable de la demande, et cette croissance de la demande provoque une croissance de la production, qui elle-même va induire la croissance de l'emploi. Il y a un mécanisme vertueux qui se met en place. Il est vertueux tant que la croissance de la demande est au rendez-vous. C'est-à-dire que la baisse des prix relatifs conduit à la croissance de la demande. Et encore faut-il que cette croissance de la demande soit dans un rythme suffisamment soutenu de toutes les thèses qui restent vraies, des niveaux de croissance pour soutenir la création d'emplois. Il faut que la croissance de la demande soit suffisamment soutenue pour compenser les emplois détruits par l'innovation technologique, par la substitution capital-travail qu'introduit l'innovation technologique. Vous voyez, le rapport positif à l'emploi, il y a un au fait que les prix relatifs conduisent à la croissance de la demande, en d'autres termes, qu'il y a un effet revenu finalement sur la demande, et deux, que le taux de croissance soit supérieur au taux de substitution capital-travail. Ce que l'on constate, c'est que jusque dans les années 70, eh bien, effectivement, ce taux de croissance est favorable. À partir des années 80, ce système se bloque parce que justement cette demande n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire le taux de croissance n'est pas au rendez-vous, quel que soit le système, les évolutions de l'innovation. L'innovation de produits permet simplement, industrielle, permet simplement de ralentir les destruction d'emplois. Si je regarde le rapport au travail, évidemment, le rapport au travail, le rapport innovation, travail, emploi est très distant. Le rapport entre le travail et l'emploi est distant. Il y a un rapport au travail par la question de la productivité du travail. D'ailleurs, on constate que dans l'industrie, il y a un certain nombre de groupes qualité, dont l'enjeu, en fait, c'est de vérifier que la qualité n'échappe à la non-qualité, parce que la non-qualité, son problème, c'est pas que c'est la non-qualité, le problème, c'est que la non-qualité conduit à des baisses de la productivité. C'est ça qui est gênant pour l'entreprise. Donc, il y a des groupes qualité pour améliorer la qualité de la production, pour en réalité gagner en productivité. Ça, mais c'est marginal. Il y a aussi de temps en temps la source à idées, la boîte à idées, pour arriver à avoir des évolutions du process. Mais très rapidement, les opérateurs se rendent compte qu'il y a une espèce de contradiction entre contribuer à la gain de productivité et la non-stabilité des emplois. Donc ça ne marche pas trop bien cette affaire. En d'autres termes, il n'y a pas de rapport entre l'expérience du travail et l'innovation de produit, et le rapport entre l'innovation, le travail, l'expérience du travail et l'innovation de process est ambivalente, contradictoire, puisque à travers les gains de productivité, eh bien, se jouent les effets de substitution. Et que le rendez-vous de la création d'emplois n'est pas là. Et on voit, vous avez tous autour de vous des expériences où on donne des objectifs de productivité à des sites. Et les ouvriers, les opérateurs sont extrêmement satisfaits parce qu'ils atteignent ces gains de productivité 3 mois après la chute d'emploi. On a tous connu ça. Bon. Donc il y a quelque chose qui casse, si vous voulez, le rapport entre le travail et la question de l'emploi. En d'autres termes, ici, le rapport entre le travail, l'expérience des salariés de le travail et la question de l'emploi est soit marginal, soit perverse. La question aussi de la croissance de la demande est principalement, et là, c'est la croissance de demande en termes de revenus, c'est le fait que les ménages ont un revenu disponible qui leur permet d'acheter des biens alimentés en particulier par la baisse du prix relatif de ces biens d'équipement. Vous voyez ici qu'il y a une espèce d'impasse. C'est-à-dire l'innovation. Si on n'innove pas, l'entreprise disparaît, parce qu'elle est confrontée au problème de la compétitivité. Si elle innove, elle alimente la crise de l'emploi. Un truc complètement... voilà. C'est une impasse. Alors, j'ai de réfléchir ensuite à la question de ce qui se passe dans les services. Puisque dans les services, qu'en est-il?
Qu'en est-il du rapport de l'innovation au service? Et qu'en est-il du rapport entre l'innovation, les services et le travail? L'innovation, le travail et les services. En fait, on a une situation qui n'est pas la même. Et ça qui est extrêmement intéressant, c'est que nous sommes dans une situation qui n'est pas la même, et ça vaut la peine de le regarder de manière un peu analytique. Dans les services, on est dans une situation où l'innovation de process précède l'innovation de produit. L'innovation de l'organisation, dans l'organisation du travail, de la façon dont on produit le service, précède les innovations que l'on va proposer à des clients en termes de service, en termes d'output. En d'autres termes, il y a une inversion du cycle de l'innovation par rapport à l'industrie. Et le deuxième point très important à avoir en tête, c'est que dans l'innovation de service, il y a une double finalité, il y a une double dynamique qui se met conjointement en place, pas successivement, conjointement en place. Il y a un effet productivité, parce qu'il peut y avoir une nouvelle organisation qui augmente l'efficacité de l'usage des ressources et donc de diminuer le nombre de ressources mobilisées pour réaliser un service, le service précédent. Et en même temps, les nouvelles formes d'organisation, l'innovation dans l'organisation et dans le processus crée l'occasion d'innover en termes de produits. Parce que c'est sur la base de l'introduction de nouvelles technologies de l'information, c'est sur la base de nouvelles formes d'organisation du travail qu'on va être capable d'innover en termes de service. Parce que l'innovation de service, elle porte sur plusieurs aspects. L'innovation de service porte d'abord sur les effets attendus du service, ce que le service est censé transformer chez le bénéficiaire, en termes de connaissances, en termes de soins, en termes de tourisme, de plaisir, etc. Donc on propose des choses nouvelles. Mais il y a un deuxième point très important, c'est que aussi, dans l'innovation de service, il y a un problème, il y a une innovation qui va porter sur l'accessibilité aux services. Rendre les services plus accessibles. L'innovation de service, vous voyez, a une double dimension. Dans l'innovation de produits industriels, l'innovation industrielle porte uniquement sur les qualités du produit. Ici, c'est la qualité du service, les effets, mais c'est aussi les conditions d'accessibilité de ce service. Et les transformations de l'organisation, les transformations de processus de réalisation des services vont jouer conjointement sur ces affaires-là. Alors, ici, il y a quelque chose de fort important à prendre en compte, c'est que s'il se joue conjointement des effets de productivité et des effets de qualité de service, donc d'innovation en termes de qualité de service, alors on n'est pas, il n'y a plus de logique il n'y a plus de logique sécable, c'est-à-dire qu'on n'a pas une phase l'une après l'autre, une articulation des deux dimensions. Ce qui change le rapport au travail. Parce que cette fois-ci, le travail, à la fois, va avoir dans son impact, un impact en termes de productivité, c'est à peu près la même chose que l'impact précédent, industriel, mais il va avoir un impact également sur la qualité du service et sur les conditions d'accessibilité au service. En d'autres termes, le travail, ici, va avoir, à travers son expérience, un lien intrinsèque avec l'innovation de service. Il y a quelque chose de très particulier et extrêmement intéressant à avoir en tête, c'est que cette fois-ci, à travers l'expérience du travail, on peut faire évoluer l'accessibilité et on peut faire évoluer le service pour lui-même. Alors ça, c'est très important parce que ça crée un lien renouvelé du rapport entre le travail et l'innovation. Alors qu'avant, le travail était marginalisé par rapport à l'innovation, le travail ici occupe une place essentielle, ou peut occuper une place essentielle dans la question de l'innovation. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement, dans l'appréhension des ménages, dans le monde industriel, on tient compte de ce qu'on appelle une demande. La demande, elle existe dans une certaine extériorité par rapport à l'activité productive. La demande des biens d'équipement, elle est
une forme d'indépendance par rapport à l'activité de production d'un équipement, une télévision, autre chose. Et une télévision, par exemple, on peut avoir le souci, on peut avoir une attente en termes de demande de télévision à travers un usage de la télévision qu'on peut avoir chez un ménage, peut avoir chez un autre. On peut se faire une idée de l'usage d'une télévision par, comment dirais-je, l'aspect consubstantiel de l'objet et donc de son usage. Dans les services, il n'y a pas d'usage comme ça des services. Il n'y a pas une représentation. De ce point de vue, il n'y a pas véritablement de demande de service. Il y a toujours une attente. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une attente, des différences. Il y a une attente de service, il y a une attente de réponse à un certain nombre de besoins ou d'exigences. D'une certaine manière, il y a une attente de solution à un certain nombre de besoins. Par exemple, on attend des solutions de santé. Finalement, on s'en fout du médicament. Ce qu'on veut, c'est des réponses de santé. On a besoin d'une attente de mobilité, et il y a des attentes de solutions. Et ça, c'est un point très différent par rapport au monde industriel, parce que ça va introduire, ça soutient des formes d'innovation qui ne seront pas, qui peuvent être fondées sur d'autres rapports au travail. Je voudrais conclure ce point en disant que la question de la remontée de l'expérience du travail dans l'innovation servicielle ou de l'innovation de service peut être un élément clé, un élément déterminant. Si cette remontée de par l'expérience du travail s'opère, et s'opère en transformant l'offre de service, on est en capacité d'envisager une innovation dont l'impact va se traduire par une croissance de l'efficacité et de la productivité et une croissance, une évolution des attentes et derrière de la demande. En d'autres termes, on ne va pas avoir opposition entre ces deux dimensions, on va avoir articulation entre ces deux dimensions. Alors, ce point, comment dirais-je, pour moi me paraît extrêmement important, parce qu'il traduit le fait que si le rapport au travail est transformé, il y a des occasions d'innover en termes de réponse aux attentes de services qui sont extrêmement fortes, ce qui permet de sortir du caractère saturé des secteurs d'activité. Un des points très importants pour faire remonter cette expérience du travail, ça va être la capacité des entreprises, quelles qu'elles soient, de réaliser un certain nombre d'investissements immatériels stratégiques, notamment les investissements qui reposent sur les processus d'évaluation, c'est-à-dire de compréhension finalement des attentes des ménages, des entreprises, des dispositifs d'investissement immatériel concernant la professionnalisation et des dispositifs d'investissement immatériel intervenant, prenant en charge la question de l'innovation servicielle. Je voudrais juste terminer sur un dernier point à propos du rapport entre l'innovation et la question ici de la croissance. C'est que la croissance de demande de services va être dépendante, bien entendu, de la croissance des revenus, mais la croissance de demande de services va être dépendante d'un autre phénomène qui est le développement des temps libres, c'est-à-dire de la réduction des temps contraints, et en particulier de la réduction des temps de travail. Alors ça, c'est un point très important qui va aussi poser le problème du travail. Dans le monde industriel, la croissance de la demande de biens est fondamentalement liée aux revenus. À partir du moment où les revenus augmentent, la demande de biens, à partir du moment où on n'est pas dans un marché saturé, la demande de biens est au rendez-vous. Dans le monde des services, on n'est pas dans la même situation. Vous pouvez augmenter les revenus, mais si les conditions d'accessibilité temporelle ne sont pas au rendez-vous, il n'y a pas de croissance. Pas de croissance de la demande de services. La demande de services exige de répondre à la contrainte de revenus, solvabilité si vous voulez, et demande de répondre aux contraintes d'accessibilité et notamment de l'accessibilité temporelle.
Alors là, nous avons une contradiction, si vous voulez, parce que la question de la productivité va plus être partagée simplement, une évolution, une contradiction, une évolution qui émerge. La productivité ne peut plus être simplement partagée entre le profit des entreprises qui conduit à l'investissement et d'autre part, la croissance du pouvoir d'achat par la croissance du revenu. Il y a besoin aussi de prendre en charge le fait que la productivité, cette fois-ci, se répartit entre croissance du revenu, croissance du temps libre et croissance des investissements. D'autres termes, on a une plus grande complexité de la question de la demande sociale de services, parce que cette demande sociale de services n'est plus associée simplement au revenu, mais également aux conditions d'accessibilité temporelle. Alors je voudrais juste vous faire pour défendre ici les 35 heures, vous faire un petit rappel. Je me suis amusé à regarder ça de beaucoup plus près. Parce qu'on a un regard sur les 35 heures absolument incroyable aujourd'hui. Je suis un défenseur des 35 heures. Bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées, mais il y a eu beaucoup de choses positives qui se sont passées. Si vous voulez, si je prends l'exemple de la France, et je prends les périodes de 34 ans qui nous prennent entre 1974 et 2008. C'est-à-dire, j'enlève les transformations liées à la crise financière, pour pas prendre les 3 ans qui ne vont pas être très bonnes en termes d'emploi. Donc je prends les années les plus fastes. Enfin, les plus fastes, on peut en parler comme ça. Donc il y a un emploi total de 4 millions, à peu près 4 millions d'emplois, ça fait à peu près 120 000 emplois par an. Une moyenne de 120 000 emplois sur ces 34 ans, dont 236 000 emplois sont créés par les services. En termes, le reste, c'est des destructions d'emplois. Sur les 5 ans qui correspondent à la mise en place de la politique des 35 heures, sur les 5 ans qui correspondent à la mise en place de la politique des 35 heures, on assiste à une situation où les emplois créés sont d'1 500 000, en d'autres termes, en moyenne 310 000 emplois. Pratiquement 3 fois plus que la moyenne sur des 34 ans. 300 000 emplois créés en moyenne, et sur ces emplois créés, 330 000 sont créés par les services. C'est-à-dire, finalement, ce que l'on en déduit, c'est que, en réalité, la chute des emplois industriels a été freinée de manière importante, ce qui signifierait que l'industrie s'est commencé à se transformer vers les services. Il y a eu une logique d'intégration de services, d'association de services à la logique industrielle. Vous voyez, ici, il y a un point très important. La réduction des 35 heures a créé, en moyenne, sur les 5 années, 312 000 emplois, presque 3 fois plus que la moyenne sur les 34 ans. Si on prend ensuite la période qui suit, 2003 à 2008, eh bien, les emplois créés ont chuté de 785 000 en 6 ans, c'est-à-dire 130 000 emplois, et ensuite les emplois créés par les services eux-mêmes ont chuté à 186 000 emplois. Alors, bien sûr, il y a eu une période dite de croissance, mais pas seulement en France, mais dans l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que cette croissance en France a été plus importante qu'ailleurs. Un des points qui est important, c'est pourquoi c'était plus important qu'ailleurs. Une des raisons, en tout cas qui me vient à l'esprit, et que je pense être fondamentale, c'est que cette période très particulière de réduction du temps de travail a été une période de forte croissance de la demande de services. On peut y revenir quand on analyse les choses plus sectorielles, dans le tourisme, dans la formation. La création d'emplois a été particulièrement puissante. J'arrête là. Sur cette incidence, je vois que le temps va très vite. Alors, je voudrais peut-être conclure. On fera un troisième point après. Je voudrais conclure sur les choses suivantes. C'est que comment dirais-je, ce que j'appelle l'impasse du système industriel, c'est une impasse du lien entre l'innovation de produits, donc l'innovation de produits industriels, la croissance et l'emploi. Il y a à travers cette relation une impasse qui est absolument essentielle de comprendre et donc de trouver les ressorts pour s'en dégager. Pour s'en dégager,
il me semble qu'il faut s'intéresser aux conditions dans lesquelles opèrent les logiques d'innovation servicielle et considérer que l'innovation servicielle positionne le travail dans un rapport complètement renouvelé. En d'autres termes, la question de l'innovation servicielle pose la question du travail, c'est-à-dire le retour de l'expérience du travail, comme une question essentielle pour être en capacité d'innover en matière de service. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister, mais je ne vais pas le traiter là, c'est que si cette proposition est justifiée et juste, comme un des points centraux sur lesquels il faut réfléchir et agir autrement, alors cela signifie que la place des activités de service au regard des activités manufacturières doit être transformée. Qu'il faut trouver un avenir à l'industrie, c'est-à-dire aux activités manufacturières, renouvelées vis-à-vis des activités de service. En d'autres termes, il faut trouver les moyens dans lesquels l'industrie se transforme en logique ou dynamique de service, et par là même redonne au travail une place centrale dans l'innovation. Voilà, m'arrêter là. Eh bien, écoutez, je dirais que c'est le moyen par lequel on va le réinviter, parce qu'il n'a pas fini. C'est assez adroit, donc comme on dit à la télé, mais vous allez bien revenir, monsieur Dutertre. Vous avez tellement de choses à nous dire. Au-delà de la plaisanterie, je crois que c'est nécessaire. Tu avais annoncé 3 points, tu n'as pu en traiter que 2. Je pense que c'est bien qu'on s'arrête à cela, parce qu'en soi, ils méritent des échanges, et donc je pense qu'on peut déjà décider que pour la prochaine séance, tu termineras ce que tu avais annoncé, et donc on fera le 3e point, qui en lui-même est un sujet, je pense, qui méritera qu'on s'y intéresse. Voilà, alors maintenant nous avons du temps, c'est fait pour revenir sur tout ça, et je vous invite bien écoutez, à intervenir, réagir, prendre la parole. Je vais me lever pour donner le micro si c'est nécessaire. Alors on a besoin de micro parce qu'on enregistre, et normalement, dès demain matin, vous serez tous sur le câble pour ceux qui auront montré leur tête à la télévision qui est là, ou en tout cas au micro. Voilà, alors qui veut bien commencer par une première question? C'est le premier, qui est le plus difficile, mais c'est très important parce qu'après il y en a un deuxième. Qui commence? Alors je vous demanderai en même temps de vous présenter. Bonjour, Manuel Zaclat, professeur au CNAM. Donc, bonjour Christian, et merci pour cet exposé. Écoute, bon, c'est sur un aspect simplement hein, de ce que tu décris, bon, qui est bien sûr tout à fait... bon, c'est assez saisissant, enfin, ces oppositions que tu montres, mais je me demande si ça se joue uniquement dans une opposition entre industrie et service, et s'il n'y a pas des manières de faire de l'industrie, disons, si tu veux, qui, elles aussi, permettraient d'échapper à cette fatalité quoi, hein, d'accroissement d'automatisation, de destruction d'emplois et autres. Hein. C'est-à-dire que il y a aussi dans le champ de la production de biens artefactuels, mais comme tu le dis toi-même, hein, la possibilité que ces artefacts soient plus riches d'un point de vue symbolique et autres, sans relever nécessairement du service, c'est-à-dire d'une coproduction. Tu vois, par exemple, si on va vers des biens très singuliers, bon, par exemple, c'est souvent l'exemple du marché du vin, des très bons vins. Hein, bon, je veux dire, le travail de l'agriculteur qui va travailler sa terre pour améliorer la vigne et tout ça, c'est pas vraiment un travail serviciel, hein, c'est un travail assez traditionnel du point de vue de l'agriculture. Alors bien sûr, il va donc doter son vin de propriétés immatérielles, donc ça va se retrouver dans... Mais son travail, ça reste quand même un travail, tu vois, au sens traditionnel du terme. Et donc on pourrait trouver la même chose dans toute une série de biens de qualité qu'on pourrait effectuer là aussi sans être dans une dépendance, tu vois, interactive forte vis-à-vis du client, mais qui là aussi pourrait avoir des enjeux du point de vue de l'emploi moins destructeurs et un peu différents. Donc voilà, donc, si tu veux, à la fois je trouve ça très intéressant, tout à fait bien sûr important cette prise en compte du service, mais je me dis, pour sortir de ces éléments de crise que tu évoques, il y a peut-être d'autres voies, tout en restant dans le champ de l'industrie, donc on va appeler relevant de l'accroissement de singularisation, si tu veux, des biens. Je pense que ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. Quoi, voilà. Je propose qu'on regroupe des questions s'il y en a plusieurs, sinon l'un dit l'autre. Alors, je ne sais pas si je vais jusque-là. Est-ce que Bon, c'est pas grave sinon. Non, c'est par rapport à... Ouais. Ce sera mieux.
Bonsoir, Stéphane Deschantres, je suis doctorant à l'ESCP. Bonsoir Christian. Ma question, elle était plutôt relative à aussi une perspective historique. Le constat que tu dresses, autant que je sache, il a aussi eu des échos dans la littérature fin des années 80, milieu des années 90. Je pense en particulier aux travaux du CERC sur l'indicateur de performance globale, au rapport Ribou sur la productivité globale dans l'entreprise, et à d'autres travaux qui ont suivi. Et donc, moi, j'ai pas ce recul. Qu'est-ce qui ferait que ce constat, si on partage bien que c'est un constat qui va dans le même sens que celui que tu dresses, il le fait encore 20 ans après. Autre question? Alors, est-ce que si les innovations technologiques si permettent... là. Mais si, regarde. Ah, c'est merveilleux, non, simplement, c'est Jean-Marie Bergère, donc ancien dirigeant d'Astrée, fait un certain nombre de choses. Simple des précisions par rapport à ce que tu as dit, qui est effectivement très, très saisissant. Il y a un thème que tu n'as pas abordé dans l'industrie, dont on parle beaucoup, et qui était un peu au cœur du rapport Gallois et de tout ça, qui est la montée en gamme. L'idée que si dans les produits des artefacts industriels, on va vers le luxe, la haute qualité, l'intégration de services à ces produits, mais ça va changer les choses. On n'est plus dans ce que tu décrivais du cercle qui n'est pas vertueux, où la productivité détruit les emplois, mais au contraire, on peut accéder à des choses. Est-ce que là-dessus, il y a des choses à dire? Et puis une deuxième chose où je n'ai retrouvé à aucun moment une distinction qu'en tant que praticien, travailler avec les directs, avec les conseils régionaux, etc., dans le développement économique, on retrouve tout le temps, qui est la distinction entre les services à l'industrie et les services à la personne. Qu'est-ce que, dans ce que tu décrivais en termes de services, il me semblait qu'on était quand même beaucoup service à l'individu. Voilà. Est-ce qu'il y a la même logique, notamment en matière d'innovation, lorsqu'on est dans les services à la personne, qui sont aussi, lorsqu'on regarde les chiffres en région, je me souviens bien, qui était un secteur sur lequel on voyait beaucoup d'évolutions positives. Répondre à cette première salve de questions. Oui. Alors, bon, je vais prendre finalement dans l'ordre de commencer par Manuel et Jean-Marie, puis voilà. Après, l'opposition industrie-service, tu as tout à fait raison de la reprendre au sens où, comment dirais-je, ce que j'appelle l'économie servicielle, derrière cette innovation servicielle, c'est en fait une dynamique économique qui peut s'appliquer aussi bien au secteur de services qu'au secteur industriel. Je vais revenir après. C'est une dynamique économique, c'est une logique économique. Simplement, pour pouvoir comprendre les ressorts de cette dynamique, il a fallu s'intéresser à la spécificité des services, notamment des services relationnels et matériels, c'est-à-dire pour revenir sur des différences majeures entre les activités, cette fois-ci de services, et les activités manufacturières, cette fois-ci de production d'artefacts indépendants. Parce que c'est en regardant les formes du travail, les conditions dans lesquelles le travail est mobilisé, donc la façon dont le travail crée de la valeur dans ces situations particulières, que l'on comprend qu'il y a des différences. J'en prends juste 2 ou 3. Par exemple, dans les activités de service, toute activité de service, qu'elle soit dans un secteur de service ou dans un secteur industriel, toute activité de service provoque des logiques de coproduction entre le prestataire et le bénéficiaire. Les activités manufacturières, dans les ateliers de production industrielle, il n'y a pas de coproduction. La production, elle se fait dans un rapport à la technologie, un rapport à la hiérarchie, mais il n'y a pas de coproduction avec le client final. Première différence. Deuxième différence, quand on réalise une activité de service, cette activité de service, elle conduit à quelque chose d'instable toujours dans la qualité, compte tenu de l'engagement des prestataires et l'instabilité du résultat du service. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc une fois que la qualité ne correspond pas à la qualité attendue,
on n'est pas en capacité, on peut dédommager, on peut s'excuser, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas revenir en arrière. Si ton train arrive 2 heures, 1 heure en retard, même 2 minutes en retard, tu rates l'avion à cause de ça, c'est raté. Et tout ce qu'il y avait derrière, c'est raté. Si tu arrives 2 heures après le début de la conférence, ou 1 heure après l'avant, c'est raté. Tout ce qui s'y joue, c'est raté. Voilà. En d'autres termes, à partir du moment où il y a quelque chose qui est défectueux dans la question de service, on ne veut pas revenir en arrière. Dans le produit, si cette montre a une défection, on va revenir en arrière, on va la réparer, puis on te la redonne dans l'usage qui était l'usage premier. Donc il y a des effets comme ça temporels, d'irréversibilité dans les services qu'il n'y a pas dans l'activité manufacturière. Il n'y a pas de gestion de stock. La gestion de stock, qui est un élément important du monde industriel, il n'y a pas de gestion de stock dans les services. Dans une activité de service, ce qui va faire établir un lien entre l'offre et la demande, c'est en fait des logiques temporelles. C'est-à-dire, on va faire des files d'attente. On ne va pas te servir tout de suite, on va te faire attendre. Alors, soit tu attends chez toi en disant le rendez-vous chez le médecin c'est dans 3 mois, soit tu attends à la queue devant le guichet, mais tu attends. C'est une logique de file d'attente pour réguler les logiques d'offre et de demande. Dans l'industrie, tu as toutes les logiques de stock intermédiaire qui permettent de réguler ces demandes. Dans les services, il n'y a pas de droit de propriété, tu n'as pas d'échange de droit de propriété. Dans les services, il n'y a pas d'échange de droit de propriété, il n'y a pas quelque chose que dans l'industrie, dans les activités manufacturières, y compris dans les activités de qualité. Donc il y a toute une série de distinctions, comme ça, je ne vais pas toutes les reprendre, mais toute une série de distinctions qui montrent que le travail n'est pas mobilisé de la même manière et que les conditions de création de la valeur ne sont pas les mêmes, mais donc derrière, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et ça a à voir avec la question de l'innovation. Ça va avoir sur la forme que prend l'innovation. Une logique d'innovation industrielle, elle va faire fi des formes de coopération issus du travail. Très peu s'intéresser à la question de l'expérience du travail. Absolument très peu. Une logique servicielle, au contraire, ça va être un point central. Alors ça, c'est un point de distinction entre les activités manufacturières et les activités de service. Maintenant, en termes de secteur, en termes d'entreprise, tu peux avoir des logiques, cette fois-ci, des logiques, des formes d'engagement, des compréhensions des logiques de développement, qui peuvent être, par exemple, conduire à l'industrialisation des services. Moi, je n'ai pas cessé de connaître ça. Quand je me suis intéressé à la Poste, je me suis confronté à l'industrialisation de la Poste. Quand je me suis intéressé aux banques, c'est l'industrialisation des banques. Qu'est-ce que ça veut dire, l'industrialisation? Ça veut dire que les logiques industrielles, les logiques manufacturières, celles que je viens de t'indiquer avant, elles vont s'appliquer dans des situations de travail qui n'en relèvent pas, mais vont quand même s'appliquer. Et on va rentrer dans les bureaux de poste, on va se foutre complètement de l'expérience des agents, des proposés, des gens qui sont en face, du rapport qu'ils ont aux clients. On s'en fout complètement. Alors, dit ce qu'il faut faire, et vous faites comme si c'était des pièces de monnaie. On va absolument pas s'intéresser donc à la capacité d'innovation en matière de service liée à la qualité de cette relation de service. On va continuer à relever d'un travail prescrit qui va renvoyer à une espèce de néo-taylorisme. On va privilégier l'innovation technologique, constamment privilégier l'innovation technologique. En termes d'innovation, on va faire des super marketing, des super services de marketing. Alors, dans la Poste, ça s'appelle par exemple géomarketing, parce qu'il faut faire des super études pour comprendre comment les gens se déplacent de tel territoire. En fait, la demande qu'ils ont de l'aide n'est pas exactement la même, etc., etc. Puis après, on va imposer à la question du travail. Donc on va reprendre les logiques qui ont été expérimentées et qui ont été mises en œuvre dans le monde industriel, on va les appliquer. Cette application de logique industrielle dans un monde qui est un monde de services provoque des dégâts considérables. C'est-à-dire d'abord des ralentissements considérables des capacités de développement de ces activités de service. C'est une négation du travail réel et de l'expérience du travail qui est extrêmement mal vécue par les salariés. Donc il y a toute une série de dégâts. Mais c'est possible. L'industrialisation des services, c'est non seulement possible, mais c'est la tendance principale aujourd'hui. La tendance principale, c'est de trouver des formes d'industrialisation des services. Et inversement, les logiques de servicielles dans l'industrie, c'est possible. C'est-à-dire de faire en sorte qu'une entreprise industrielle va se préoccuper de plus en plus des problèmes, d'abord de services. Alors c'est la troisième partie, là, je ne voulais pas développer. Elle va s'intéresser de plus en plus de services associés à ce produit qu'il fabrique. Puis, il va intégrer le produit au service en offrant des solutions. Fait que le produit lui-même, il est conçu au regard des services qui sont coproduits par l'entreprise originellement industrielle.
Et à ce moment-là, le rapport à l'expérience de travail, c'est-à-dire les logiques servicielles qui s'enclenchent, transforment l'entreprise industrielle. Et c'est là où comment dirais-je, il peut y avoir un lien avec ce que tu disais en termes de qualité, de singularité, parce que cette fois-ci, effectivement, la qualité, elle va être moins l'objet, moins l'artefact lui-même, que les conditions d'usage de cet artefact, c'est-à-dire les relations, les ensembles, ce que j'appelle les solutions, c'est-à-dire les agrégations de produits, d'artefacts et de services qui vont se conjuguer. Et à ce moment-là, l'entreprise industrielle, elle passe à une autre logique, une logique servicielle. Et effectivement, la logique de développement n'est pas la même, les principes de gestion ne vont pas être les mêmes, les principes de rapport au travail ne vont pas être les mêmes, les principes d'organisation du travail ne vont plus être les mêmes, et à ce moment-là, la logique économique de l'entreprise n'est plus la même. En d'autres termes, en termes analytiques, pour analyser les choses, pour revenir comprendre le fond des choses, on a intérêt à séparer dans l'analyse la question de l'activité manufacturière de l'activité de service, en termes d'activité. Après, en termes de dynamique, c'est-à-dire de logique, on a intérêt à distinguer la logique industrielle de la logique servicielle. Et de comprendre en quoi ça renvoie à des places du travail qui ne sont pas les mêmes, et ça renvoie à des dispositifs institutionnels qui ne sont pas les mêmes. Et ça renvoie, c'est ce que je soutiens un peu dans cette conférence, à un rapport à l'innovation qui n'est pas le même. Et donc un rapport entre innovation, travail, croissance, emploi qui n'est pas le même. Et donc qui donne des perspectives de développement aux entreprises, y compris industrielles, qui ne sont plus les mêmes. Voilà. Donc ça c'est, je ne sais pas si je me suis suffisamment expliqué, mais voilà. Est-ce que, là je reprends ce que disait Jean-Marie Bergère, est-ce que la montée en gamme répond à ça? La montée en gamme, si on entend par montée en gamme le passage à des solutions produits-services, je pense que ça y répond. Si on entend par montée en gamme ce que l'on entend aujourd'hui sur vous n'êtes pas bien positionné au niveau des automobiles parce qu'il faut faire des BMW et pas faire des milieux de gamme, donc si on entend la montée en gamme de type industriel, non. Là, non. Parce que ce n'est pas la montée en gamme de produits industriels qui va donner une réponse aux problèmes qui sont devant nous. D'ailleurs, là, je ne voulais pas présenter parce que je ne voulais pas trop charger, mais c'est très intéressant de regarder dans la dernière période l'évolution de l'industrie en Allemagne et en France. C'est la même. Les courbes sont les mêmes. Et quasiment les mêmes. Sauf dans toute petite dernière période. C'est-à-dire c'est la même chute de 10 points. Dans la structure des emplois, de 10 points. Simplement, les conditions dans lesquelles l'Allemagne part avec un emploi industriel beaucoup plus élevé, donc arrive avec un emploi industriel plus élevé, c'est dans l'alternative économique. Vous pouvez le regarder, je ne sais plus quel numéro c'est un numéro récent, je ne sais pas si c'est pas le numéro sur l'économie, l'économie en 2012. Il est tout à fait saisissant, ce petit schéma, où il compare l'emploi en Allemagne entre 1992 et 2011, si je ne me trompe pas, et l'emploi industriel, uniquement entre... La courbe est extrêmement proche. Alors, il y a un décalage qui correspond aux conditions dans lesquelles, par exemple dans l'automobile, les Allemands ont obtenu une gamme. Mais, en d'autres termes, c'est pas la question de la gamme, à mon avis, la montée en gamme, elle va renvoyer aux conditions dans lesquelles les activités industrielles se répartissent entre les pays européens. Le partage entre ce qui se fait en France et ce qui se fait en Allemagne sur cette gamme. Donc c'est un problème de partage. Si, par bonheur, pour les Français, la France, l'industrie française va vers le haut de gamme, autant on l'entend là, en termes de produits de haut de gamme, eh bien, du côté allemand, ça va baisser. Ça va se compenser. Une logique de compensation. Si, par contre, si on entend la question de montée en gamme, de la capacité d'associer à des produits, des services qui rendent leur usage très différent, nouveau, renouvelant, si on passe effectivement à des questions dans lesquelles s'intègrent des produits et des services qui donnent des réponses plus pertinentes aux ménages, alors à ce moment-là, ça donne des nouvelles perspectives au développement. Et alors là, je suis d'accord avec toi. À ce moment-là, c'est ça qu'on appelle, c'est ce que j'appelle les solutions, l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire, l'économie de la fonctionnalité, pour vous en dire un mot, puisque ça me donne l'occasion d'en dire, l'idée c'est, au lieu de vendre un produit, on vend la réponse que provoque le produit et les services qui y sont associés pour son usage, pour répondre aux attentes. Par exemple, au lieu de s'intéresser simplement à l'automobile, on va s'intéresser à la mobilité. Et donc, on va regarder les conditions de mobilité. Et c'est les conditions de mobilité qui vont être offertes aux ménages.
effectivement, on ne va pas concevoir ensuite le produit de la même manière, parce que comme le produit, il est immédiatement pensé par rapport à son usage et au service avec lequel il va s'intégrer, ben, la conception n'est pas la même. On le voit tout de suite. Quand on pense aux automobiles aujourd'hui qui ne sont pas vendues mais qui sont louées Autolib, c'est ça, des trucs comme ça. On voit bien que c'est des automobiles qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont conçus dans un rapport complètement différent, parce qu'ils sont immédiatement conçus par rapport à l'usage, au service qui est rendu. Et on voit bien que là, le produit s'est mis au service du service, immédiatement, dans sa conception même. J'ai des débats en ce moment avec le Nord-Pas-de-Calais, avec le président du Nord-Pas-de-Calais. Il veut développer la voiture électrique, mais il conçoit la voiture électrique comme si c'était une voiture à moteur. Vous êtes fou, vous êtes complètement fou. Vous êtes en train simplement d'engager une logique de substitution, mais ça ne résout rien. Ça ne résout aucun des problèmes d'embouteillage, ça ne résout aucun des problèmes d'accessibilité en termes de mobilité, de renouvellement de la mobilité. Ça crée une substitution moteur électrique, moteur à explosion, mais ça ne donne pas de réponse nouvelle à la question des perspectives nouvelles en termes de développement et en particulier de valeurs servicielles. Voilà. Et c'est pas du tout la même voiture électrique qu'on va concevoir dans le Nord-Pas-de-Calais, si c'est une voiture électrique qui est là pour simplement remplacer les voitures à moteur à explosion, ou si c'est une voiture électrique qui est renvoyée à quelque chose d'autre, puisque c'est une voiture électrique qui va se mettre au service des services, c'est-à-dire qui va se mettre au service des services de mobilité dans une région ou une agglomération comme la région ou la ville. Alors, la valeur ajoutée, elle va se déplacer, bien sûr. C'est-à-dire que la valeur ajoutée qui était conçue d'abord dans l'artefact technique, produit, il va se déplacer avec une valeur ajoutée qui va aller plus vers des dimensions immatérielles, plus vers des dimensions de services et de la pertinence de ces services, et donc de l'objet technique utilisé par rapport à ces services. Et donc c'est cette pertinence qui va renvoyer à la question de la valeur ajoutée, et donc c'est la dimension plus immatérielle du produit qui va être renforcée. Donc c'est pas là du tout la disparition de l'industrie, c'est pas du tout la disparition, à mon avis même c'est l'avenir de l'industrie. Mais c'est un rapport de la conception des produits et de la production qui n'est pas industrielle, qui n'est plus du tout la même. Pourquoi, pourquoi au niveau académique on est enfermé dans des schémas qui durent depuis 20 ans, 30 ans? Je pense que quand on fait des comparaisons en termes historiques entre la crise actuelle et la crise de 1929, de mon point de vue, on se trompe. Voilà. La crise actuelle, ce n'est pas la crise de 1929. Pour faire un peu image, la crise de 1929, il y avait déjà, dans la crise de 1929, qui était effectivement d'abord une crise financière, il y avait déjà les soubassements de l'économie moderne, c'est-à-dire le taylorisme et le fordisme, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles la production moderne industrielle est installée. Et c'est d'ailleurs à travers l'après-guerre, c'est-à-dire la diffusion de ce que nous on appelle le régime d'accumulation intensive fondé sur le fordisme, c'est à travers le fordisme qui va y avoir une véritable sortie de crise et une stabilité de la croissance. On est renvoyé une crise à un moment donné beaucoup plus profonde, qui renvoie plutôt à ce qui s'est passé au début du XXe siècle. On est plutôt renvoyé à une crise de type révolution servicielle, de type remplacement ou autre chose que la révolution industrielle. C'est-à-dire une crise plus, comment dirais-je, une crise, oui, des mutations. Je voudrais enlever le mot crise. Hein, je voudrais enlever le mot crise, parce que je pense qu'il nous gêne, ce mot crise. En fait, des mutations qui sont beaucoup plus importantes et profondes que ce que l'on entend. Alors le problème derrière, c'est que ces mutations, il faut arriver à les qualifier. Il faut arriver derrière la qualification de ces mutations, de voir en quoi c'est la théorie économique elle-même qui est remise en cause. Alors, je vais prendre juste deux exemples, justement sur service-industrie. L'économie servicielle et l'économie industrielle. Dans l'économie industrielle, comment dirais-je, prenons le marxisme, hein, dans l'économie industrielle, le marxisme, il n'y a pas de coproduction. La production, elle est sous contrat de subordination. Il y a le procès de travail, les salariés travaillent sous subordination par rapport au capital, pour reprendre cette expression toute simple. Dans la situation actuelle, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que la relation salariale, qui est sous contrat de subordination, elle se combine à une relation de travail qui déborde cette relation salariale parce qu'elle est liée à une forme de relation sociale, aux rapports sociaux liés aux relations de service. Et cette relation de service, elle n'est pas sous contrat de subordination. Donc, tout, par exemple, le bagage marxiste ne marche pas là. Donc tous ceux qui ont un héritage marxiste sont obligés de reconsidérer les fondements même du marxisme. Et si je prends la question de la fonction de production, cette fois-ci c'est du côté classique, ne tient plus non plus. La fonction de production ne tient plus non plus. Parce que la fonction de production,
elle ne peut pas rendre compte des logiques de coopération et de coproduction du bien avec un acteur qui n'est pas un des facteurs de production, puisque le bénéficiaire, c'est-à-dire le client, il est dans le marché, il est séparé, il est ailleurs, il n'est pas à l'intérieur de la fonction de production. C'est-à-dire que la fonction de production, elle organise la séparation entre le bien qui est produit pour un marché et les ressources qui sont mobilisées pour réaliser ce bien. Elles sont organisées intrinsèquement dans cette théorie de manière séparée, sinon il ne peut pas y avoir un marché ni d'équilibre. Bon. Eh bien, la question des services remet en cause cette fonction de production. Prenons un autre exemple. L'économie servicielle, donc c'est des problèmes théoriques très profonds, très profonds. Je vais prendre un autre exemple, la question de la dimension immatérielle, des ressources immatérielles. L'économie servicielle met en avant l'importance des ressources immatérielles, et notamment de la question du travail, c'est-à-dire des ressources humaines. Mais ce qu'il y a de particulier dans l'économie servicielle, ou dans les logiques servicielles, c'est que la ressource immatérielle qui est mobilisée par le travail, elle ne va pas s'épuiser uniquement, ou elle ne va pas s'user à travers l'expérience. Elle va pouvoir se développer. Alors là, on est dans un truc très particulier. Une ressource peut se développer à l'occasion d'une production. Alors, le marxisme, dans ce qu'on appelle le procès de travail, le procès de production, complètement à côté de la plaque de cette affaire. Complètement à côté de la plaque. Dans le marxisme, la valeur de la force de travail se transmet par le processus à la marchandise. Il va créer en plus un surtravail qui est la base de l'exploitation et ensuite de la capacité, à travers ce surtravail, de dégager un surplus qui va être le fondement de l'accumulation et donc du développement économique. Mais tout est transmis. Ici, il y a quelque chose qui remet en cause fondamentalement cette analyse, puisqu'à l'occasion, la ressource peut se développer. La ressource peut se développer. Et c'est exactement pareil dans l'analyse néoclassique. Les facteurs de production vont se développer à l'occasion de la production. Alors, vous voyez bien que tout d'un coup, là je prends juste ça, mais je pourrais les reprendre les uns après les autres, on a quelque chose qui remet assez profondément, c'est pas assez, je pense de manière radicale, extrêmement profondément, les questions qui relèvent des sciences économiques, derrière la gestion. Et ça, c'est long, d'abord à admettre. Deuxièmement, c'est très long ensuite de reconstruire les éléments d'une autre pensée. Donc on est renvoyé régulièrement à ces concepts fondamentaux et on est amené à revenir sur ces éléments de pensée qui sont très marquants du point de vue des économistes relevant de la recherche. Voilà sur les trois choses sur lesquelles je voulais revenir. Alors, d'autres questions qui souhaitent... Alors, ça, salut. J'en avais deux, mais tu viens de répondre à une des questions qui était celle de la cohérence entre les perspectives d'une économie renouvelée servicielle et le succès du rapport de subordination et de l'accès aux revenus par le travail. Puisque si je te suis bien, il y a un paradoxe. On ne peut pas être dans une production servicielle complètement performante si on n'est pas dans une construction, de coproduction, de coévaluation, de colocalisation, de concomitance, etc., qui échappe à la subordination, qui échappe à la prescription. Et il se trouve que nous ne sommes pas très loin de l'apogée du succès de la formule salariale, puisque, de mémoire, ça doit être 2002, où on a atteint les près de 90%, ou 89 et quelque chose % d'accès aux revenus par le travail via le rapport salarial, et nous n'avons perdu qu'un demi-point, je crois, de 2002 à 2012, ou 2011 pour les dernières statistiques. Donc il y a quand même d'un côté, on constate qu'effectivement, on veut plus d'initiative, plus d'intelligence, plus de coopération, et moins de subordination, moins de prescription, et on l'argumente par le serviciel, mais de l'autre, le salariat n'a jamais eu autant de succès. Et le bonheur, c'est quand même le CDI, quoi. C'est-à-dire ce que nos camarades syndiqués appelaient au début du siècle précédent, enfin de l'avant du siècle d'avant, la pire des situations après l'esclavage, le salariat, puisque c'était... Mais je passe. Je reviens sur le truc, moi, vraiment, pour le coup, j'entends bien, y compris avec la séance que tu nous prépares pour la prochaine fois, sur l'économie de la fonctionnalité et le lien aussi avec le développement durable.
Mais restons sur le service. C'est vrai que intuitivement, je vois bien qu'il y a des hypothèses de croissance, il y a une demande infinie autour de la santé, autour de la sécurité, autour de l'éducation, autour des loisirs. Et là, je vois bien que si on double nos consommations sur la santé ou sur la sécurité, c'est pas pour autant qu'on va envahir les déchetteries, les rues et épuiser les ressources naturelles. Donc il y a une demande quasi infinie, par exemple, rien que sur la santé. Mais alors, tout de suite, si on n'a pas des berlines allemandes à vendre pour financer les hôpitaux, tu vois le raccourci, comment on fait? Oui, je réponds. C'est ça qui est bien. Alors, Monsieur Frère. Bon, merci. Voilà. Je vais essayer de poursuivre un peu la question là, qui vient d'être posée parce que bon, un point qui me paraît très important dans ce que tu as dit, c'est le fait que le blocage, vraiment, auquel on se confronte aujourd'hui, c'est celle du revenu et de la croissance des revenus. Alors naturellement, donc, ce que tu as appelé aussi la contrainte de solvabilité, et ce que tu indiques, c'est que pour ce qui concerne le développement des services, il faut ajouter une autre condition qui est l'accessibilité, la disponibilité temporelle de l'usager et du producteur, concomitante. Bon, alors, moi je voudrais, bon ça c'est, je crois que là on est au cœur, en tout cas pour un macroéconomiste, on est au cœur d'un blocage fondamental, et je voudrais évoquer deux, trois pistes. Bon, je sais que c'est des pistes que tu abordes sans doute sous l'angle de la fonctionnalité, bien que je ne connaisse pas bien cette économie-là, qui ne m'est pas entièrement familière. Mais de manière, donc je vais donner deux, trois points. La finance, c'est pas ma tasse de thé, hein, dans le sens où le blocage de la progression des revenus, elle tient d'abord au prix du capital. Pour moi, c'est un point absolument fondamental. Tant qu'on n'arrivera pas à baisser le prix du capital, il n'y aura pas de croissance. Il n'y aura pas de croissance de la demande, il n'y aura pas de croissance des revenus. Donc voilà, on est là dans une impasse. Et pour l'instant, naturellement, on croit qu'on passe à travers cette impasse, à travers la croissance des hauts revenus, en fait, qui tire la croissance faiblement, et l'internationalisation. Donc, par contre, je vais quand même défendre la finance. Je vais défendre la finance donc, de marché sur un point, parce que la finance de marché, quand on s'y intéresse, n'a pas pour effet en fait principal de financer. La principale fonction de la finance de marché, c'est d'évaluer. Et il y a un point sur lequel la finance de marché ne s'est pas trompée et qui est passé complètement à côté de la réflexion des économistes, c'est que la finance de marché est capable d'évaluer le capital immatériel. Bon. Pour moi, ça c'est un point qui est absolument fondamental. Donc je ne parle pas des problèmes de dérive du marché financier et de comment ces dérives conduisent à la hausse du prix du capital. Les marchés financiers ont aussi, et c'est pour ça que cette question de croissance interne, croissance externe, croissance externe est tout à fait fondamentale, c'est qu'en réalité, ils vont intégrer dans le calcul de la rentabilité toute une série d'éléments qui relèvent de l'économie immatérielle, du capital immatériel dans l'entreprise. Or, cette montée du capital immatériel dans l'entreprise est aussi fondamentalement liée à la montée des services dans l'industrie. Alors là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le fait que, effectivement, il faut absolument, cet argument sur lequel je suis
désolé, je fais un tout petit peu long, mais ça je vais terminer tout de suite. Sur l'argument selon lequel la baisse de la réduction de l'industrie, c'est le lendemain du choc pétrolier, c'est fondamental. Dire que ça précède la financiarisation, c'est absolument fondamental. Bon, et parce que dire cela, ça oblige à inverser la vision qu'on a sur l'économie et notamment sur le rapport que l'on doit établir entre l'industrie et les services. Mais ce qui m'a un peu gêné, sur quoi je voudrais t'interroger, c'est que moi je conçois les choses plutôt dans, non pas une opposition industrie-service, elle existe bien sûr, tu l'as souligné, et c'est les services qui attirent l'industrie, mais comment on peut trouver des complémentarités? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut trouver des complémentarités, comment on peut trouver des phénomènes d'osmose. Bon, moi, je les vois à travers la finance, ces phénomènes d'osmose, et je les vois à travers les stratégies des entreprises, notamment à travers les stratégies de croissance externe. Bon, donc, et donc, là, il me semble qu'on peut montrer quand même que là, le service tire l'industrie parce qu'elle transforme l'industrie, notamment sur la question du capital. C'est une réponse, alors je peux faire. Alors, bon, Ouais. alors je vais les prendre dans l'ordre parce que ça me va très bien. Comme tu dis, c'est un prolongement des questions de celle de Xavier Baron. Tu n'as pas voulu réinciter sur ta première question, sur la question du rapport salarial, mais moi je vais quand même y revenir, parce que, bon, je ne me rends pas compte, les personnes qui sont ici se sont habituées du point de vue de la théorie économique, à discuter aussi des thèses qui en théorie économique, et en particulier des thèses qui relèvent de la théorie de la régulation. Dans la théorie de la régulation, qui est quand même la théorie dans laquelle, de référence de beaucoup de contestataires, disons les choses comme ça, des gens qui essayent de développer un point de vue critique sur les dynamiques économiques. Il n'y a pas que ça, mais c'est un point de référence important en France, et pas seulement en France, dans le monde, sur la posture critique vis-à-vis de la... Il y a quelque chose qui est très important, qui est l'idée de la place des institutions dans la régulation de la dynamique économique. Et donc, il y a la place des institutions dans le rapport salarial, c'est-à-dire la place des institutions au regard du travail. Et la difficulté qui est posée à la théorie de la régulation, moi j'ai été nourri par ça, et en même temps, j'ai un point de vue un peu critique, pas seulement un peu, j'ai un point de vue, en tout cas, assez critique vis-à-vis de cette théorie de la régulation, c'est que il n'est pas expliqué les conditions dans lesquelles ces dispositifs institutionnels sont amenés à changer. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de comprendre, il y a une analyse qui reste avec une espèce de dérive institutionnaliste. Alors on le retrouve, pourquoi je reprends ça? Parce qu'on le retrouve à propos de la question du travail et du rapport salarial. On ne va pas pouvoir expliquer les changements du rapport salarial si on ne comprend pas que le travail réel déborde le rapport salarial. C'est très important. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, ce qui est issu de l'histoire, à travers les règles salariales, donc tout ce qui constitue l'ensemble des dispositifs institutionnels qui régulent le travail dans son activité, tous ces dispositifs institutionnels, en fait, essayent de cadrer la question du travail. Mais le travail réel déborde ça. Et ce qui est important, et justement, il le déborde parce qu'il est en contestation, pas politique, mais il est dans le mouvement réel des choses, il n'est pas en conformité avec les dispositifs institutionnels. Le travail réel, le travail que l'on opère les uns et les autres, n'est pas en conformité. C'est ça qui est intéressant, parce qu'à travers cette non-conformité du travail réel par rapport au prescrit, c'est-à-dire par rapport aux dispositifs institutionnels qui prescrivent des choses, il y a là la ressource pour changer ces dispositifs institutionnels. Il y a là un élément de compréhension du monde réel pour transformer cette affaire-là. C'est-à-dire il faut s'y intéresser. Et c'est vrai que la dynamique de service aujourd'hui est beaucoup plus heuristique, ça nous informe beaucoup plus sur les conditions dans lesquelles ça peut changer que les situations manufacturières. Parce que cet espace de sorte, je dirais, de débordement par rapport au prescrit est beaucoup plus important dans le monde des services que dans le monde manufacturier au sens d'activité manufacturière. Beaucoup plus important. C'est pourquoi le fait que, je veux dire, il y a un lien, si tu veux, pour ça que je reviens sur ta question, pas vraiment posée, mais pour moi c'est très important, c'est que le rapport social de travail déborde le rapport salarial. Et ce rapport social de travail, on le voit
en puissance dans les activités de service parce qu'on n'arrive pas à contrôler dans les activités de service, compte tenu de cette coût de production, comme on arrive à contrôler dans les activités manufacturières. Donc il y a une chance historique, on peut dire ici, d'arriver en s'intéressant à ça. Et alors c'est là où tu as raison, Renaud, on va y revenir, à travers cette expérience-là, et changer y compris le monde industriel. Enfin, y compris le monde industriel. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ta remarque, Renaud, quand tu dis je ne cherche pas à opposer, et moi non plus d'ailleurs, je ne cherche pas à opposer. Simplement, au démarrage, je suis obligé d'opposer parce que sinon c'est de la confusion. Si on n'arrive pas à repérer ce qui se joue de différent dans la dynamique des services par rapport à l'industrie, on fait de la confusion. Et donc on va en particulier plaquer le développement industriel sur les activités de service. Donc au début, dans mes argumentations, dans ma façon d'exposer les choses, je pars de la différence. Mais là où tu as tout à fait raison, parce que je ne cherche pas à les opposer, je cherche ensuite à les articuler, même à donner un devenir, un avenir à la question des activités industrielles. Et je vais après revenir sur ce que tu dis, parce que je partage complètement, en tout cas, l'intention de ton propos. Donc ça, c'est la première chose. Donc, d'une certaine manière, les activités de service, c'est l'occasion de voir une réalité du travail tout à fait intéressante et pertinente, parce que c'est plus fort, voilà. Le travail réel, le rapport social de travail déborde beaucoup plus, avec beaucoup plus de puissance, là qu'ailleurs, le rapport salarial, et donc il y a des capacités de repérage, des enjeux de transformation du rapport salarial également, qui proviennent de cette expérience-là. D'ailleurs, pour vous dire les choses, je pense que cette expérience de service, elle intègre les cadres. Alors que jusqu'à maintenant, la plupart des gens qui s'intéressaient aux rapports sociaux disaient les cadres, voilà, soit c'est marginal, soit c'est vendu. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que les cadres, toutes les promotions intermédiaires, y compris les cadres intermédiaires, qui sont complètement confrontés à cette question. Parce qu'en réalité, ils sont engagés par l'activité de service. Et donc cette expérience de cadre intermédiaire, soit plus élevée, c'est une expérience tout à fait intéressante. Tout à fait intéressante pour comprendre comment, à travers cette expérience, il y a une capacité de transformer la situation ailleurs, y compris, encore une fois, la situation industrielle. Et donc, même en termes de situation d'analyse de classe, si on reprend des vieilles expressions, c'est-à-dire quels sont les groupes sociaux moteurs d'une avancée nouvelle, il y a les services qu'il faut regarder, y compris dans les cadres. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir dans ce que tu disais, c'était le rapport finalement à la question de la demande en santé, en sécurité, en culture. Il y en a, mais comment on va vendre nos Mercedes? Parce que comment on va faire? On n'a pas de Mercedes. Mais si, ce sont des Mercedes. Le Louvre-Lens, c'est une Mercedes. Le Louvre-Lens, c'est une innovation absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Il faut voir le succès de l'installation du Louvre à Lens, la condition dans laquelle s'attire un nombre de touristes et donc de revenus extérieurs qui rentrent, parce que c'est une exportation. Quand les touristes viennent au Louvre-Lens, c'est comme si tu vends des Mercedes. Donc, c'est des revenus, des circulations de revenus absolument considérables. Vous savez qu'aujourd'hui, le tourisme est un secteur plus exportateur, si on reprend cette expression qui n'a pas beaucoup de sens, parce que l'exportation passe par le fait que les gens viennent chez nous. Mais si vous voulez, donc on a un mouvement exactement inverse par rapport aux exportations. Mais en termes de revenus, c'est la même chose. En termes de revenus, c'est la même chose. Le revenu, il y revient. Et donc, la santé, et la santé, ça peut être, si on s'intéresse un peu à la santé, les conditions dans lesquelles on opère la santé, ça peut être un secteur absolument extraordinaire, y compris au regard de ça. Donc là, il ne faut pas du tout percevoir la dynamique culturelle de santé. Ton troisième exemple, c'était de sécurité, je vois un peu moins bien, mais en tout cas, de demande de santé, de demande culturelle, d'autres, que ces activités ne sont pas des activités qui sont non insérées, comme on disait autrefois, dans la division internationale, dans les relations d'échanges internationaux, y compris de flux. Simplement, ça passe par des formes qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas s'intéresser uniquement à la qualité du service. Alors, c'est une conférence que je vais faire, je t'invite, là, cette fois-ci, dans mon laboratoire universitaire du CNRS, à Paris 7, je crois que c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, sur l'internationalisation des services. Bien, j'ai une conférence là-dessus, particulièrement là, sur ce point-là. Et si tu veux, j'ai écrit un article, je l'enverrai, sur cette question qui va apparaître dans un ouvrage collectif. Si tu veux, on sous-estime complètement la place de la dynamique des services dans les flux au niveau international. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à construire des Mercedes, maintenant, ce que je suis en train de dire. Mais ça veut dire quand même que le seul argument qui est de dire comment on va financer à travers les exportations avec les services on n'est pas capable de financer, il tombe. Bon,
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut envisager la désindustrialisation comme un avenir souhaitable. C'est pas ça que je dis non plus. Mais en tout cas, cet argument au regard des exportations, il tombe. Parce qu'on peut avoir absolument, dans un pays comme le nôtre, une forme de spécialisation dans des services culturels, de santé, sportifs ou autres, etc., de mobilité, qui sont particulièrement importants. Alors, et en plus, on a des atouts considérables en France là-dessus. Bon. Juste un dernier point sur la question des services, c'est que cette attractivité des services, elle va être liée à la qualité des territoires. Parce que dans les services, non seulement il y a la question de la qualité du service, au sens de qualité du produit, ta Mercedes, mais il y a la qualité de l'accessibilité à ces services, la qualité de la relation de service, la qualité de l'écoute, la qualité des dispositifs horaires, la qualité de la mobilité, les conditions dans lesquelles cette mobilité donne accès à une variété de services. En d'autres termes, les conditions de l'accessibilité deviennent un élément extraordinaire de compétitivité au niveau international. Et cette fois-ci, ce n'est pas la qualité des entreprises qui est en jeu, c'est la qualité des territoires qui est en jeu. En d'autres termes, c'est l'association entreprise-territoire qui va faire de la question d'une série d'activités culturelles comme un fer de lance, y compris international. On reviendra aux besoins, je referai quelque chose là-dessus. J'ai été appelé au conseil scientifique du développement du Louvre-Lens, c'est-à-dire de Euralens, donc je fais partie maintenant. C'est absolument pas, les premiers textes que j'ai lus sont absolument passionnants. Donc le développement à travers Euralens de tout ce bassin minier, des bassins miniers, il faut voir, je ne sais pas si vous connaissez le bassin minier, il faut voir ce que c'est que le bassin minier. Il faut voir ce que c'est sur le plan de vue culturel, la trace de la disparition des mines, l'impact que ça a, et de voir cette mini-région, je ne sais pas comment dire, ce territoire qui est le bassin minier, repartir, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, le deuxième plus exactement. Encore une fois, ça ne signifie absolument pas qu'il faille lâcher la question de l'industrie. C'est pour répondre au niveau de ce que tu disais sur le plan des relations, des échanges internationaux et en particulier des flux financiers au niveau international. C'est extrêmement mal évalué, cette affaire-là. C'est extrêmement mal évalué. Parce qu'on est très précis sur les conditions dans lesquelles les marchandises sont échangées derrière les flux, mais au niveau des services, on l'est beaucoup moins. Alors maintenant, je voudrais revenir aux questions que pose Renaud. Parce que quand tu dis, moi je ne le sais pas, mais je te crois, mais aucune raison que je ne te crois pas, quand tu dis finalement la finance de marché, elle a un avantage, c'est qu'elle permet d'évaluer le capital immatériel, bon, je donne acte, après qu'on en discute, pour comprendre comment ça marche, etc. Les chercheurs, il est emmerdant, les Saint-Thomas, tant qu'on n'a pas les chercheurs, très chiant. Mais bon, ma femme me trouve très chiant là-dessus, je leur dis vraiment, il est enfant aussi. Mais bon, voilà, mais on va discuter, mais en même temps, je trouve ça comme une hypothèse extrêmement intéressante. Et tout à fait, je ne sais pas pourquoi elle m'intéresse, quoi. Parce que je sens immédiatement sur quoi ça joue de manière fondée. Mais ça ne veut pas dire que la finance de marché est en situation aujourd'hui d'évaluer le potentiel de développement. Parce que ce qui va développer, elle va évaluer justement la capacité de valorisation du capital immatériel. Mais si c'est la valorisation de ce capital immatériel, les conditions dans lesquelles le développement de ce capital immatériel va s'opérer, va aussi en tenir compte. En d'autres termes, les conditions dans lesquelles, sur le plan institutionnel, on va mettre en place des dispositifs qui favorisent le développement de cette économie matérielle et de cette économie servicielle, va être un élément de constitution, ensuite, des formes de cette évaluation du capital. Donc ce que tu es en train de dire, moi, conforte, mais je n'ai pas d'ailleurs vécu comme quelque chose qui cherchait à prendre le contre-pied, mais quelque chose de complémentaire, et en revenant quand même, comprenant quels sont les critères d'évaluation, c'est ça qui va m'intéresser d'en discuter avec toi, c'est quels sont les critères qui, selon toi, à travers la finance de marché, il y a l'approche de ce capital immatériel, et en quoi cela pourrait évoluer compte tenu des conditions dans lesquelles cette économie matérielle, aujourd'hui, est en capacité ou pas de se développer, et en particulier, est-ce que la pertinence des dispositifs institutionnels est au rendez-vous de cette question? Parce que l'un de mes grands problèmes, comme économiste, mais aussi dans Artemis, le grand problème, c'est quels sont les dispositifs institutionnels pertinents pour soutenir le développement d'une telle économie. En d'autres termes, par exemple, est-ce que les dispositifs institutionnels d'innovation sont à la hauteur
du problème de l'innovation servicielle. Non. Je suis en train de développer dans le Nord-Pas-de-Calais toute une série d'initiatives qui visent l'innovation institutionnelle pour soutenir une innovation d'ordre serviciel, de telle manière qu'on invente de nouveaux mécanismes institutionnels, notamment dans les rapports avec le monde des sciences de l'université. Le rapport du monde à l'université est imbriqué dans une conception de l'innovation de produits, de l'innovation industrielle. Les relations entre les secteurs d'activité et les entreprises sont des rapports qui ne sont pas des rapports de coopération, qui sont des rapports, on pourra en parler aussi, mais en tout cas, qui sont défaillants par rapport à la question de l'innovation servicielle. Pour une raison simple, c'est que le rapport de la connaissance aux sciences expérimentales n'a rien à voir avec le rapport à la connaissance des sciences sociales. Les sciences expérimentales peuvent s'appuyer sur le vrai et le faux à travers un rapport au vrai et au faux qui fait vite, dans lequel on va vite converger à travers l'expérience et l'expérimentation. En sciences sociales, le rapport au vrai et au faux ne fonctionne pas comme ça. Et ça explique aussi les difficultés qu'il y a en sciences économiques pour progresser. Et le rapport du coup aux entreprises doit être entièrement repensé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons créé Athémis. François, moi et d'autres, on a créé Athémis pour repenser le rapport des sciences sociales, des gens comme nous, des chercheurs, en sciences sociales, économistes, économes, sociologues, psychologues, voilà, au monde des entreprises et au monde des institutions. Alors, maintenant, le dernier point, c'est quelles sont les complémentarités. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la question de l'importance des complémentarités. Alors, il me semble que on peut envisager les complémentarités de différentes manières. Sur le plan financier, disons les choses, je n'y ai pas pensé. Donc c'est très intéressant de voir où peuvent se jouer ces logiques de complémentarité. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui s'engagent dans des logiques de rupture de modèle économique, en particulier qui rentrent dans les communes de fonctionnalité. Les communes de fonctionnalité, pour donner les choses très vite, c'est vous voulez vendre un produit, il va vendre une solution dans laquelle la logique de service est principale. En fait, le produit, tu ne le vends plus, tu le loues, et donc tu loues une solution dans laquelle tu gardes la propriété du produit, et tu vas vendre des solutions qui vont être évolutives avec une valeur servicielle qui va augmenter. Bon. Les logiques de financement de ces modèles économiques sont extrêmement compliquées. Les logiques d'assurance sont occupées. Donc la finance et l'assurance vont devoir se combiner. Alors, si ça t'intéresse, on reçoit la Massif dans 15 jours, dans 3 semaines. On reçoit des acteurs financiers et assurantiels pour essayer de comprendre comment cette question change chez eux. Comment ils posent le problème d'un nouveau rapport de la finance à cette économie de la fonctionnalité. Et donc moi, là, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on pourra voir quelles sont les complémentarités. L'autre aspect, c'est les complémentarités d'usage, bien sûr. Les complémentarités dans les usages, c'est ce qui est le plus facile à envisager. Et à travers les complémentarités d'usage, des complémentarités d'innovation. Et après, il y a les problèmes de complémentarité d'accessibilité, c'est-à-dire les complémentarités territoriales. Comment s'organise la question des territoires? C'est tout le problème des territoires durables. C'est-à-dire comment les territoires envisagent leur devenir dans les logiques de complémentarité produits-services. Et puis le dernier point, qui m'intéresse en termes de complémentarité, c'est la question des complémentarités des compétences. C'est-à-dire comment, qui est une grande ressource de productivité, c'est-à-dire que la productivité venant de la pertinence de la complémentarité, ce qu'on appelle les économies de complémentation. C'est-à-dire comment les compétences à la fois des collectifs et des entreprises, donc de l'histoire des entreprises, se complètent pour trouver dans des logiques d'intégration des réponses nouvelles. C'est pas la question, c'est sortir de la fusion. Comment on peut sortir et de la fusion ou de l'éclatement des groupes et rechercher la complémentarité des activités. Et donc des logiques de coopération entre entreprises, avec des blocs de savoir complémentaires. C'est ça, pour l'instant, sur quoi je réfléchis en termes de logique de complémentarité. Voilà, alors, bon, peut-être un peu long aussi. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter puisque le temps passe et on va revenir sur tout ça. Je voudrais juste, pour peut-être conclure, repasser par le titre même de notre cycle, hein, passer par le travail pour sortir de la crise. Il me semble que le point sur lequel, dans cette conclusion, on est revenu,
savoir que dans les activités de service, une caractéristique que tu as pointée, c'est l'insubordination du travail et le fait que la réalisation de l'activité ne peut pas se tenir uniquement dans le rapport salarial de subordination. Pour des ergonomes notamment et pour des gens des disciplines du travail, c'est une question extrêmement importante parce que au fondement même de leur posture, il y a l'idée que précisément si l'activité déroge de la prescription, c'est bien qu'elle indique une insubordination relative à la prescription. Autrement dit, cette question-là ne naît pas avec le service. À partir de là, la question devient, est-ce que le service, les activités de service, l'économie de service, change la proportion de ça, il y a un effet de visibilité plus fort, ou bien est-ce que, à travers ça, il y a une différence presque de nature dans le rapport de cette insubordination au contrat principal. Et c'est une question extrêmement importante parce que selon, dans la première hypothèse, les ergonomes vont considérer vos services comme on a l'habitude, on connaît par cœur, c'est chez nous, on l'avait bien dit, c'est une prédiction qui se réalise. Et c'est en partie vrai. Mais si c'est aussi autre chose, alors ça devient faux. Et il n'est pas impossible que les ergonomes et d'autres spécialistes du travail ratent alors la compréhension de ce qui se joue dans cette bascule du service dont tu parles, ce qui devient un vrai problème pour eux. Et évidemment, à travers ça, pour tout le monde, si on est en droit d'attendre d'eux, quelques moyens de réponse aux questions en cause. Donc c'est une affaire qui nous concerne, nous, et pas simplement du côté des économistes. Et c'est ce lien, cette résonance-là, qui me semble qu'il ne faut pas rater. Tu as démarré ton propos dans le premier point en faisant apparaître que la crise du travail précède la crise économique. Autrement dit, que les problèmes du travail ne sont pas issus de la crise économique, d'une certaine manière, donc non seulement il la précède, peut-être même la rende-t-elle possible. Et je pense qu'il y a un lien avec la question de l'invisibilité. C'est-à-dire qu'on peut appeler crise du travail le fait que, précisément accompagnant la montée de la dimension du service, une invisibilité grandissante du travail est liée à son insubordination. Car son insubordination veut dire aussi qu'il sort des repères qui suivent le travail, qui en rendent compte, qui l'organisent et qui l'évaluent pour se déployer dans des espaces et dans des sphères où il ne repart plus, ne ressort plus, n'est plus accompagné, sauf par ceux qui, frénétiquement, espéraient le mettre autour. Autrement dit, cette question de l'invisibilité a à voir avec la manière dont les sciences, les dispositifs de gestion et économique et de pilotage savent se saisir de ce qui se passe. C'est un rapport extrêmement fort, d'où l'enjeu pour nous justement de ce lien entre les disciplines de type ergonomico-psycho et des disciplines de type éco-gestion. C'est inédit ailleurs, mais c'est au fondement d'Athémis. Parce que c'est cette analyse-là qui pose justement la nécessité de les relier si on ne peut pas s'en sortir. Et derrière cela, notre idée, c'est que c'est parce que le travail déborde qu'il échappe à la possibilité d'être suivi, compris, accompagné et donc valorisé. L'enjeu donc, c'est, y a-t-il nécessité pour nous de penser une approche servicielle du travail, et pas simplement d'en faire l'analyse dans les activités de service, qui changerait la façon de faire l'analyse du travail et de mener les interventions dans le travail et de concevoir les dispositifs d'évaluation de l'activité. Ça, c'est notre affaire dans le processus, enfin dans le projet, pardon, de ce cycle. Passer par le travail pour sortir de la crise, c'est par là que se fait le lien qu'on va essayer donc de développer dans les séances à venir. Je crois qu'on peut déjà annoncer que la prochaine concernera la possibilité pour toi de terminer ce que tu as annoncé, donc on a fait un peu de teasing, là, donc maintenant, enfin, vous teniez jusqu'à la prochaine. Et puis pour les celles qui suivront, on n'a pas encore arrêté le programme, mais on sera dans l'esprit de ce que je viens d'indiquer. Voilà, merci à tous. Et eh bien vous êtes maintenant conviés, juste à côté, hein, c'est ça, hein, vous sortez à gauche puis à droite, et bien tout de suite.